Salut David, merci d'avoir pris le temps avec moi aujourd'hui pour cet épisode de Startup Talks. Je pense que l'audience va être super content de savoir qu'on parle d'un sujet qui est juste euh, tellement pertinent pour tout fondateur en ce moment qui bâtissent des startups en techno, le AI. Right? Le AI nous entoure, il y a des nouvelles à tous les semaines, on dirait. Puis c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer. Ça serait comme l'équivalent d'ignorer l'Internet en 1995 ou quelque chose comme ça. Donc, bienvenue encore, puis j'ai vraiment hâte de partir la discussion avec toi. Merci de m'avoir invité, Michael. Alors, David, pour ceux qui ne te connaissent pas, j'aimerais en savoir un peu plus sur ton background, puis qu'est-ce qui t'a apporté dans le domaine des LLM, Large Language Models, puis le AI plus largement. Oui, ben écoute, ça fait 25 ans que je travaille en intelligence artificielle, en apprentissage machine. Je vais te faire l'historique assez rapide. J'ai commencé en 2000 chez une start-up qui s'appelle Copernic à Québec. C'était dans le temps des dot-com. Les gens se rappellent du dot-com comme étant la bulle des dot-com qui a explosé, Mhm. mais c'était beaucoup plus que ça. Tu sais, c'était une culture start-up. C'est là que ça commençait là, vraiment à être trippant de travailler en technologie. Mhm. Et puis à ce moment-là, je faisais de l'apprentissage machine pour faire du résumé automatique de texte et puis de la reconnaissance d'entités nommées. Euh, Dans ce temps-là, ça fonctionnait pas bien, mais on le faisait quand même. On était en recherche, puis on essayait. Il y avait des applications très limitées. Euh, En 2007, là, j'ai déménagé à Gatineau pour faire un doctorat à l'Université d'Ottawa sur ce sujet-là, en extraction d'informations textuelles. Et puis, dans le temps, on appelait ça du Big Data Statistical Semantics. Hmm. C'est quoi l'acronyme On pour ça? commençait, je sais pas s'il y a un BSM, acronyme BSM. officiel, mais le Big Data commençait à être intéressant. Et juste pour le contexte, hein, en l'an 2000, là, ouvrir un fichier de 50 000 lignes dans un éditeur de texte, c'était un défi. Absolument. Là. L'ordinateur gelait. Et, rendu en 2007, là, les ordinateurs sont plus solides. C'est le début du GPU. Mhm. Et puis, ben, en tout cas, ce que moi j'ai vu, là, c'est le début où on commençait à avoir des drivers, là, des pilotes pour parler au GPU. Et puis donc, on faisait de la statistique sémantique ou de la sémantique par la statistique sur du big data. Et puis aujourd'hui, c'est ça les modèles de langue. Je te dirais pas que ça a été inventé en 2007 ou dans ces années-là, mais ça a commencé pas mal dans ces années-là. Comprendre que pour avoir un système intelligent, on devait prendre tout le web Mhm. puis travailler C'est avec. drôle, on a comme créé un problème en inventant l'Internet. Euh, on a créé une plateforme sur laquelle on pouvait générer énormément de data numérique. Puis là, tout à coup, le problème, c'est qu'il y a juste trop de data, puis on ne peut pas le contextualiser, puis on ne peut pas le rendre utile. Donc, une des plus grandes problématiques à régler, c'était l'organisation de l'information, puis on peut dire que Google a bâti sa fortune là-dessus, mais c'est pas juste Google qui va exister pour avoir cette fonction-là. Là, on est en train de voir une émergence, une panoplie d'entreprises qui sont vraiment euh, je pense, en train de pousser ça à un autre niveau, la contextualisation de l'information. Puis c'est ça que ça essaie de faire un LLM. Oui, tellement. C'est bien dit, c'est exactement ça. La quantité d'informations est énorme. Et puis, au début, là, v'là 15 ans, on essayait de la simplifier. On essayait d'aller chercher la pièce d'information la plus utile pour régler un problème. Mhm. Tandis qu'aujourd'hui, l'approche est greedy, là, est gourmande. Je ne sais pas si c'est la bonne traduction, mais aujourd'hui, le LLM mémorise l'ensemble du net et va faire son raisonnement à partir de ça. Incroyable. Donc, après mon doctorat, en 2008, là, j'ai fondé ma première start-up en surveillance des réseaux sociaux. Puis,
c'était assez tôt dans le domaine. Par exemple, Facebook permettait d'explorer son graphe gratuitement, Ouais. ce qui est complètement fou aujourd'hui. Donc, on utilisait Ouais. ça. C'était les débuts de Twitter. Puis là encore, c'était gratuit. Puis on pouvait tout lire ce qui se passait. J'ai vendu cette compagnie-là en 2011 à une compagnie d'Ottawa. Et puis ensuite, on a vendu cette compagnie d'Ottawa à une compagnie du New Jersey qui s'appelle Innodata. Et puis là, en ce moment, je suis vice-président de la science des données à Innodata. Right on. Un beau parcours. On a mis... Oui, c'est une continuité. Puis c'est toujours dans mon champ d'expertise. Il n'y a pas mieux, là, travailler dans quelque chose qui est pertinent. Mm-hmm. À Innodata, on a mis notre premier modèle de langue en production en 2020. Donc là, c'est contemporain à l'apparition de GPT-2. OK. Et puis, une start-up qui s'appelle Eleuther AI, qui ont rendu disponible The Pile, la pile. C'est encore aujourd'hui pertinent. Là, c'est un espèce, c'est un fichier que tu télécharges, c'est un dump de l'Internet, hein, de tout ce qui est intéressant. Et c'est avec ça qu'on peut pré-entraîner les modèles de langue. Aujourd'hui, on ne va pas pré-entraîner les modèles de langue fréquemment. Il y a tellement de bonnes options open source qui sont pré-entraînées pour utiliser. Et puis, là, mon téléphone sonne, c'est parfait. Je pensais l'avoir mis sur silence. Donc aujourd'hui encore, je travaille sur les modèles de langue massifs ou les modèles de langue de grande taille. Et puis mon travail en ce moment, c'est d'apprendre à les fine-tuner. Okay. Comment on peut dire ça en français? Faire un réglage. Ouais, je pense qu'on dit fine-tuning globalement. Là. Ouais. OK. Je ne sais pas si c'est bien connu. Là. Je ne sais pas, toi, Michael, si tu sais c'est quoi le fine-tuning? Écoute, si tu veux élaborer un peu dessus, pourquoi pas, tu sais, ça serait le fun d'avoir des définitions pour ces choses-là. Oui. So, fine-tuning. Donc, le fine-tuning, une fois qu'on charge, disons, tout l'Internet dans un modèle de langue, on veut lui apprendre des habiletés. Et puis, ce qui a fait que ChatGPT est ChatGPT, c'est le fine-tuning. On lui a appris à converser. On lui a appris à suivre des instructions. C'est-tu l'équivalent d'une compétence ou un skill en anglais? C'est comme, là, oui, t'as comme une mémoire de l'Internet, mais est-ce que tu peux avoir une conversation sur un sujet X? Puis est-ce que tu es bon à avoir cette conversation-là de façon fluide et est-ce que tu peux donner des insights intelligents et pertinents et tout ça? C'est comme ça? OK. C'est exactement ça. Le fine-tuning va permettre d'enseigner des tâches précises. Okay. Peut-être des habiletés cognitives comme raisonner, mais aussi des façons d'adopter un style ou de te donner une recette. Tu demandes à ChatGPT pour une question et puis il va y répondre de plusieurs façons différentes selon l'instruction que tu lui donnes. J'imagine qu'il y a énormément d'opportunités d'affaires dans le fine-tuning. Je me rappelle, on a eu une conversation qui date d'1 an, donc il y a beaucoup qui s'est passé, mais ça demeure toujours pertinent de fine-tuner des modèles pour des applications spécifiques, n'est-ce pas? Je pense que oui. Je pense que c'est l'application la plus intéressante. C'est la personnalisation la plus intéressante qu'on peut faire au modèle de langue pour avoir un avantage compétitif. Mm-hmm. Aujourd'hui et pour plusieurs années. La seule chose que je me pose comme question, puis mon équipe à l'Institut, quand on a des startups qui cognent à notre porte avec des solutions, tu peux dire fine-tuner, mais c'est bâti sur, on va dire, ChatGPT, right? Comme base. Puis, je donne un exemple. C'est pas une vraie startup, mais admettons une startup qui veut offrir du coaching, du développement de personnel à des gens qui ont des passes difficiles dans la vie. Puis, ce modèle-là, il va guider, donner des conseils, encourager, motiver, etc. Mais à mesure que ChatGPT devient de plus en plus puissant, étant le modèle prééminent dans l'espace, est-ce qu'elle va éventuellement juste adopter ou acquérir toutes ces capacités-là, même fine-tuned or not? Est-ce que ça va être tellement généralement intelligent que le fine-tuning devient irrelevant? Effectivement, il y a un danger. Il y a un danger parce que
c'est la direction que ces grandes entreprises-là prennent. Donc, OpenAI, Meta, Google, ils investissent massivement dans le fine-tuning pour essayer de couvrir là, le plus d'espace possible. Mais il reste beaucoup d'opportunités. La valeur que chaque startup peut apporter, c'est la donnée privée, unique, pleine de connaissances d'un certain domaine. Ça, c'est un actif là, pour une startup. Ouais. Et puis, on peut fine-tuner ces modèles-là qui sont très performants. On peut les fine-tuner avec nos données. Et si on ne veut pas envoyer nos données sur les serveurs d'OpenAI, il y a du open source de haut niveau qui nous permet de tout garder ça pour nous. Donc, il y a une opportunité là quand même. Non, ça c'est intéressant. Donc, dans l'exemple que j'ai donné du coach de vie, si tu veux, si cette application-là peut collecter plus de données précises sur les utilisateurs qu'elle sert, ultimement, elle va avoir un avantage sur OpenAI qui n'a pas peut-être ces données-là parce que c'était pas, disons, ils n'ont pas un ownership of relationship depuis le début, puis ils n'ont peut-être pas capté autant de données. Donc, éventuellement, tu peux imaginer que l'application spécifique peut se démarquer avec toutes ces datas spécifiques-là. OK. Oui. Une chose qui est difficile je dirais pas comprendre, mais qui est difficile à visualiser, c'est que le langage est à toute fin pratique infini. Et puis est toujours en expansion, le langage humain. Et puis de la même façon, le nombre de tâches, puis le nombre de sujets experts qu'on peut enseigner un modèle de langue est, je dirais pas infini, mais on verra pas le bout de bientôt. Là. Quand on commence à être expert d'un domaine, quelqu'un disait, là, quand on est expert d'un domaine, on sait qu'on sait rien. Ouais. Quand on atteint au niveau où on fait OK, vraiment. Le Dunning-Kruger effect, hein? Ouais, j'ai besoin de plusieurs vies pour couvrir tout l'ensemble. Donc, l'opportunité pour les startups dans le fine-tuning, c'est de créer de la donnée unique, d'avoir une niche qui est différente là, du grand public. Puis avant que OpenAI couvre tout et soit bon dans tout. C'est ça. Puis c'est ça. Dans l'élaboration de cette niche-là ou dans l'exploitation de cette niche-là, c'est pas juste les données. Je pense qu'il y a des opportunités pour les fondateurs de créer des communautés. Puis c'est là où tu peux bâtir des defensibilities comme des network effects ou ces genres de choses-là. Puis là, tu peux vraiment commencer à te démarquer parce que je me pose tout le temps la question, comme je dis avec notre équipe, comment est-ce que tu combats Goliath, right, en tant que David? Puis c'est vraiment la spécificité, puis tu fais tout pour un type de client, un avatar, un marché cible. Puis tu vas être le meilleur au monde. Je pense que ça par contre, tu ne veux pas être le deuxième meilleur agent, coach de vie artificiel. Là. Tu veux être le numéro un. Puis aujourd'hui, là, dans le fine-tuning, il reste des grands enjeux. Ce qui est contradictoire, là, c'est que c'est facile. OpenAI, un API qui permet de fine-tuner. Tu mets un stagiaire d'été là-dessus là, qui code, il va être capable de fine-tuner OpenAI. De la même façon, les projets open source sont des librairies puis des exemples de recettes de fine-tuning. Donc, c'est facile de le faire. De le faire bien, par exemple, c'est encore mal compris. C'est encore extrêmement difficile. Les principaux problèmes, là, quand on prend un modèle de langue massif, on ajoute nos données par-dessus, il y a un phénomène qui s'appelle le catastrophic forgetting. Donc, l'oubli catastrophique. Donc, on enseigne quelque chose et en périphérie, là, le modèle de langue va oublier tout ce qu'il connaissait. Beaucoup de ce qu'il connaissait. On peut se dire, ouais, mais c'est pas grave, moi je fais une application, je veux juste être un coach de vie. Et le modèle de langue va perdre des capacités comme sa safety, être sécuritaire dans ce qu'il dit, pas dépasser les bornes, les billets et tout ça. Comment est-ce qu'on safeguard contre ça? J'imagine qu'il y a des techniques que tu connais. Ben, tu vois, c'est le travail sur lequel c'est ce que je travaille dessus actuellement, et puis j'ai pas toutes les réponses. Okay. Actuellement, moi, je fine-tune du modèle de langue massif, et oui, je suis aux prises avec des problèmes, des nouveaux problèmes. Donc, le système hallucine là où il n'hallucinait pas, right?
Et puis, il y a de la recherche là-dessus, c'est très actif. C'est sûr que dans quelques années, ça va être mieux compris, puis là, ça va être plus facile. Et je vais sauter sur ça. Parlant d'hallucination, Oui. on l'expérience toute en utilisant même ChatGPT. Qu'est-ce qui arrive là, dans ce cas-là, quand ça commence à te sortir des réponses complètement qui font aucun sens? Souvent, avec la mathématique, je trouve, je pose des questions très simples en maths, puis ça me donne une réponse, puis fallait que je dise à quelqu'un sur notre équipe, non, comme pose pas de questions mathématiques à ChatGPT, double check tout ce que ça te donne parce que j'ai vu vraiment des poubelles sortir de là. Ah oui, tout à Ouais. fait. Écoute, le phénomène de l'hallucination qui est relié au phénomène en anglais, le factuality, être capable de donner des Mhm. faits selon des évidences, selon des preuves. C'est interrelié. Et puis, la façon que ça se produit à l'interne dans le réseau de neurones, c'est que le modèle de base pré-entraîné, là, celui là, qu'on parlait tantôt, qui a lu l'Internet et qui l'a mémorisé, Mhm. lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prédit le prochain mot le plus probable, étant donné une suite de mots. Mhm. Et puis, ce modèle-là n'a aucun avantage à dire un fait ou quelque chose de possible. Right. Donc, dans les premières versions de ChatGPT, tu lui demandais, sors-moi une référence scientifique qui parle de l'innovation dans la vallée de l'Outaouais. Et puis, il allait t'en sortir un. Michael Anthony, 2017, tel titre. Et donc là, il y a eu beaucoup de fine-tuning qui a été fait et puis d'instructions qui ont été apprises pour que le modèle reste sur les faits et n'invente pas de trucs. C'est pas parfait, mais la dernière version de ChatGPT, là, Ouais. 4O, est très Ouais. forte. Ouais. Surtout pour les problèmes mathématiques. Un bond de géant là, sur la mathématique, OK. le raisonnement J'ai pas testé de encore, mais statistique. je jouais avec hier soir justement en préparation. Puis Ouais. c'est impressionnant. J'ai commencé à jouer avec le feature où tu peux télécharger des images. J'ai uploadé quelques sortes d'images. J'ai uploadé quelque chose qui était plus comme un graphique ou comme une courbe de croissance. Puis j'ai demandé d'expliquer qu'est-ce qui se passe dans cette courbe-là. Puis il y avait plusieurs éléments, puis c'était 100%. Ensuite, j'ai dit, OK, je vais truquer ChatGPT, je vais donner un meme. Parce qu'un meme, tu sais, pour avoir l'humour d'un meme, ça prend quand même un contexte, je pensais, humain. Mais non, ça l'a totalement compris le meme. Comme la joke dans la joke. C'est vraiment, vraiment incroyable. Puis il y a plusieurs personnes qui n'auraient pas catch la joke dans le meme. Donc, ça, tu sais, j'aime pas dire que ça fait peur. Tout le monde peut facilement dire ça. Je devrais plutôt dire, waouh, c'est puissant. Que c'est puissant. Puis Ouais. qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? Comment créatif est-ce que ça va nous rendre et plus capable? Puis ça devrait, en théorie, nous éliminer énormément de tâches qu'on ne devrait pas faire en tant que personne, tu sais, en tant qu'humain. Donc, je sais pas si tu as une opinion là-dessus. Oui, c'est impressionnant. Écoute, le sarcasme puis l'humour, si on recule là, de 10-15 ans dans la recherche en traitement du langage naturel, c'était même pas sur le radar, là. C'était toujours Future Works ou notre système fonctionne bien, mais évidemment, il ne comprend pas le sarcasme. Par exemple, sur l'analyse des réseaux sociaux, lire Twitter, lire ces genres de réseaux-là, aller dire si les gens sont positifs ou négatifs envers un sujet. Euh, les algorithmes là, de 10 ans là, n'étaient pas capables de comprendre le sarcasme. Quelqu'un qui dit « Ah, c'est super ». Non, ça fonctionnait pas. Là. C'était pris « Ah, c'est super », donc c'est positif. Et puis ChatGPT amène cet angle-là. Ouais. Là. Une compréhension du sarcasme, de l'humour, c'est J'ai impressionnant. même posé des questions. J'ai vécu une passe difficile à un moment donné, puis j'ai demandé des questions que tu pourrais poser à un coach de vie ou un psychologue sur comment traiter une situation sensible humaine, en personne. Puis j'étais comme fasciné sur sa compréhension de la psychologie humaine, puis comment être diplomatique dans une situation sensible, puis tout. C'était vraiment, vraiment impressionnant.
Puis je vais Mhm. sauver la question vers la fin, là, mais je vais poser une question sur où est-ce que ça s'en va dans les années à suivre, tu sais, les années antérieures, si on parle de 20 ans et plus, parce que si on maintient cette courbe d'amélioration continue qu'on a en ce moment, j'ai de la misère à imaginer qu'est-ce que ça peut, qu'est-ce que ça peut devenir. Mais je vais Right. sauver ça pour plus tard. Écoute, oui. Faut créer un peu d'engouement. Est-ce que je peux te poser une question plus liée aux startups? Tu sais, je l'ai mentionné au début, mais une startup qui n'utilise pas l'IA comme levier aujourd'hui, c'est comme décider de ne pas utiliser l'Internet dans les années 90 ou peut-être début 2000. Je pense que tu sais, c'est une erreur fatale. Hum, Qu'est-ce que les startups, si tu lances une startup aujourd'hui, là, si tu es un fondateur, qu'est-ce que tu devrais tout d'abord considérer dans la conception de ton produit, dans la conception de ton entreprise en lien avec le AI, selon toi? Euh, je dirais qu'il y a deux angles intéressants à cette question-là. Je sais pas, je vais te les dire vite, tu me dis laquelle qui est la plus Sure. intéressante. Je vais pas, je veux pas non plus parler pendant 10 minutes sur ce sujet-là sans Prends arrêt. ton temps, Mais on est là pour ça. tu sais, quand on est un fondateur de start-up, on est un peu l'homme orchestre ou la femme orchestre. On a tous les chapeaux, on fait tout. Et ça, les modèles de langue peuvent être notre allié, notre assistant personnel, pas seulement notre psychologue, mais peut-être notre assistant personnel dans plein de Absolument. tâches qu'on fait. Donc ça, c'est un angle. Et puis il faut utiliser ça. Puis je peux te donner des Donc, un exemples pour ça. assistant virtuel Ouais, avec des superpowers, right? OK. exact. Pour le fameux fondateur là, qui fait tout. Mhm. L'autre angle, c'est un peu d'avoir les bases, d'établir les bases dans l'entreprise pour exploiter l'IA à court terme ou à moyen terme. Mhm. Et là, il y a des plateformes, il y a des façons de faire qui sont recommandées ou qui sont aujourd'hui là, faciles et accessibles. Totalement d'accord. Sur quoi je m'enligne? L'homme orchestre ou les plateformes? Commence avec, Les deux? co- commence avec le premier, puis on va faire OK. les deux. Je pense que les deux sont tout à fait pertinents. Donc, vas-y. Right. Donc, le modèle de langue. Puis là, je veux pas, je sais que je dis souvent ChatGPT, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a Google a Gemini, Mhm. il y a Anthropic Claude qui vient d'être disponible au Mhm. Canada, qui ne l'était pas il y a 2 semaines. Mhm. C'est des modèles de langue hyper puissants, puis ils peuvent tous faire un peu les mêmes Mhm. choses. Par exemple, quand on commence notre compagnie, on doit faire du marketing, on doit faire de la vente, on doit aller chercher du financement et on doit probablement faire du code, si on est plus technologique. Le modèle de langue peut nous aider sur tout ça. Et ça serait fou de ne pas Ouais, l'utiliser. Euh, En marketing, ça peut nous aider à écrire. La façon que je le vois, là, c'est le syndrome de la page blanche ne devrait plus exister pour personne. 100%. Puis ça, c'est la part Le qui temps que ça... tue des startups, des Ouais, projets, etc., c'est de ne pas commencer. Tu as juste à faire un prompt à ton assistant, puis exact. on y va. Exact. Et on raffine. Et on a quelque chose, on a de la matière à travailler. C'est super important. Pour le texte, mais aussi pour Mm. l'image. La création d'images, bientôt la création de vidéos. Tu dois être assisté d'un modèle de langue. Pour vendre ton produit, juste faire la mise en marché d'un produit, il y a quelque chose qui est important à comprendre. Le modèle de langue, ayant lu tout l'Internet, Mm. a une connaissance, par exemple, de comment optimiser un titre sur Amazon dans un listing de produits. Yeah. Donc, si tu fais du commerce électronique, puis tu as des produits à mettre sur Amazon ou un autre marketplace, tu peux demander au modèle de langue, voici mon produit. Tu peux même maintenant, comme tu disais tantôt, tu peux lui mettre une image. Voici mon produit, voici l'image de mon produit, voici les caractéristiques. Peux-tu m'écrire une description et un titre qui vont optimiser la vente? Le modèle de langue le sait comment optimiser la vente. Il a lu tous les tutoriels en ligne et puis il en fait un peu un sommaire. Donc
c'est sûr qu'on commence là. C'est sûr qu'on, c'est la première version, c'est la version que le modèle de langue nous donne, et ensuite on la raffine, on la personnalise, on la met à notre goût. Je vais donner un exemple euh, pour les finances, parce que je l'utilise pour ça des fois. Je joue beaucoup dans Excel ou dans Google Sheets. Il y a des formules à façonner, puis parfois, ça devient quand même complexe. Tu veux faire des opérations assez complexes. Moi, je reste pris sur ces trucs-là. Soit je fais une recherche Google. Maintenant, je demande à tu sais, mon agent ChatGPT. Puis après quelques itérations, je peux souvent trouver la solution à une formule très complexe. Puis même, ça va pousser ma réflexion beaucoup plus loin que j'aurais pu le faire par moi-même. Puis parce qu'un autre avantage que ça apporte, c'est que ça te sauve du temps, puis ça réduit la friction de ta cognition. Puis on ne peut pas sous-estimer c- euh, ce caractéristique-là, que ça réduit la friction, puis on dirait que ça te sauve de l'énergie cognitive, parce que là, tu peux juste en faire plus dans une journée. Dans 8 heures, tu peux simplement juste faire plus. C'est un peu comme, juste pour prendre l'exemple que Steve Jobs a utilisé pour l'ordinateur personnel, je pense, il a dit « It's like a bike for the mind », c'est un vélo pour le cerveau. Ben, j'ai jamais vu quelque chose qui est aussi apte à comparer à une machine qui te donne plus de output pour tes inputs que des large language models comme ça. Ah ouais. Écoute, pour des demandes de financement, Mhm. euh, dans un événement de réseautage à Gatineau, je me souviens pas qui m'a dit ça, mais quelqu'un m'avait dit, quand tu vas chercher du financement, là, tu peux aller chercher un 5 000 là, un 10 000 Ouais. tout ça. C'est long, ça demande du temps, ça demande de l'effort. Si ce temps et cet effort-là, tu pourrais le mettre pour aller chercher un client qui va te ramener autant, il dit, fais pas le financement, va chercher le client. Absolument. Ça, c'est 100%. David, j'adore que tu aies Avec, dit ça. On le répète avec tellement ChatGPT, souvent, là, puis il faut le répéter encore plus. ah ouais, ouais, ouais. Ouais, super bon conseil. Puis, mais la demande de financement aujourd'hui, elle peut être tellement plus facile à faire. Quand tu en as une de faite et tu as un nouveau formulaire, le modèle de langue va le remplir pour toi, le Ouais, deuxième formulaire. Tu lui passes le premier, tu lui dis voici un nouveau formulaire, remplis-moi-le, il va te le ouais, faire. Donc, tu peux accélérer les demandes de financement. ouais. Les demandes de financement, la finance, la vente. Euh, ben, je donne un autre exemple, le marketing. Juste ce matin, sur une des startups que je suis en train de bâtir, on est quand même au début, là, on est en train de mettre les fondements, on va dire, du marketing en ligne. J'ai développé une stratégie SEO, puis un processus que je vais pouvoir suivre dans les prochains mois, prochaines années, pour créer du contenu à un volume que j'aurais jamais pu faire tout seul. Um, donc, selon toi, là, rentrons dans la spéculation un peu. Um, un fondateur maintenant avec ces super pouvoirs-là de LLM, c'est l'équivalent d'avoir une équipe de combien, tu sais, à partir de jour 1, puis pourquoi 20 $ par mois ou 0 $ pour les open source models? C'est quoi l'équivalence, selon toi, d'utiliser ces LLM de la bonne façon? Écoute, il n'y a, pas de. Il y a pas de réponse générale à ça, Ouais. mais ça me fait penser à un livre qui a été publié dans les années 70 qui s'appelle Le Macroscope. Excellent livre. Si vous cherchez de la lecture, là, c'est un Français qui a écrit ça en plus, c'est en français. Cool. Euh, c'est Joël Rosné qui a écrit ça. Et puis lui, ce qu'il disait, c'est qu'aujourd'hui, bientôt dans le futur, on va avoir un ère où on va voir des entreprises multinationales unipersonnelles. Ouais. J'ai entendu ça aussi. Je pense qu'on est là. Je Ah ouais. pense qu'on vient d'entrer dans cette ère-là. Une personne peut lever une compagnie multinationale en étant seule. Ouais. Sam Altman, il a dit quelque chose de similaire qu'on va voir dans les prochaines années la première compagnie Ouais, milliardaire avec un fondateur, avec une personne, ouais, unipersonnelle, comme tu dis. Ça ouais. c'est difficile à imaginer, mais ça a aussi des implications. Tu sais, si on rentre un peu plus dans le philosophique, euh, la fameuse bataille entre le capital puis c'est quoi labor en français? Labor and capital. Ouais.
Tu sais, le en tout la cas, main-d'œuvre. Karl Marx, ça, c'est la thèse de son livre. Puis, c'est que le capital, on va inclure les LLM là-dedans. Ça, c'est un outil hyper, hyper productif qui augmente tellement la productivité par personne, par capita, que les personnes qui savent bien l'utiliser vont gagner pas 10 fois plus, pas 100 fois plus. 1000, 10 000, 100 000, 1 million, c'est pas irréaliste ce que je viens de dire. Um, Si tu n'utilises pas bien les LLM, tu vas être, je pense que tu vas être désavantagé dans le milieu économique. Donc, qu'est-ce qu'on. T'as-tu des idées par rapport à ça? Je sais que ça va outside the scope. C'est hors scope, mais t'as-tu pensé à ça? Je comprends bien ta question, c'est ça crée des inégalités. Oui. Comment on peut bien gérer ça? Oui. T'as-tu pensé aussi loin que ça? Parce que je sais que toi, tu travailles dans le techno à tous les jours, mais on prend pas on prend-tu un moment pour considérer les conséquences Ouais, de pousser cette technologie-là à ses limites? Puis d'ailleurs, je veux le mentionner. Moi, je suis un techno-optimiste. Je suis oui, pour l'accélération puis l'application de la technologie. Parce que je pense que ça augmente la richesse collective de tout le monde. Je veux être clair. ouais. Mais c'est assez facile de faire un argument dans l'autre sens que ça l'accentue les inégalités. Donc, as-tu une opinion là-dessus sur comment on peut maintenir une société fonctionnelle? Oui. Je suis aussi un techno-optimiste. Donc là, on va parler un peu dans notre chambre d'écho, les deux. Mais ce qui me vient en tête, là, c'est les gens qui disent l'IA va prendre nos emplois. On n'aura plus de travail et puis tout ça. Ça, j'y crois pas. C'est sûr que si on regarde des individus spécifiques, oui, il y a certains il y a certains types de travail qui se font aujourd'hui qui vont être de moins en moins pertinents. Par exemple, la traduction, du copy editing, hein, il y a eu un marché Ouais. énorme. C'est de plus en plus facile à le faire nous-mêmes si on a une bonne connaissance de la langue dans laquelle on écrit ou dans la langue dans laquelle on veut Mhm. traduire. On peut être assisté d'un modèle de langue et le faire nous-mêmes. Donc oui, il y a des emplois qui se perdent là, mais globalement, il y a beaucoup plus d'emplois qui se créent. Et Ouais. puis, si, tu sais, il y a cette chose-là qu'on se dit souvent, j'ai pas assez de 24 heures dans une journée. J'ai tellement d'idées, tellement de choses à faire. Donc, le jour où les gens me diront, ouais, ben j'ai assez de 24 heures dans une journée, là, on aura atteint le niveau de saturation où il va y avoir de la perte nette d'emploi. Hmm. Mais sinon, il y a toujours tellement de travail. On est tellement, dans mon travail, je suis sûr dans ton travail, on est tellement toujours en retard sur tout. Donc, augmenter la productivité nous permet de naviguer plus vite dans nos tâches, puis d'accomplir plus, de créer plus. Et je vois pas globalement, Ouais. là, je vois pas la perte d'emploi. La compagnie pour laquelle je travaille, Innodata, on a plusieurs milliers d'employés offshore, en Asie, tout ça. Mhm. C'est des experts dans leur domaine qui travaillent sur ben, voilà 20 ans, c'était du data entry. Et puis, plus ça va, plus leur travail devient créatif. Hmm. Ouais. Je pense pas qu'on a perdu d'employés à cause de l'IA au cours des dernières années. Au contraire, on a amélioré la qualité du Ouais. travail. Donc, on a donné à tous nos employés du travail beaucoup plus créatif, On monte la beaucoup chaîne de plus intelligent. valeur. Hein? Exact. Là, tu sais, juste pour prendre ton exemple, puis l'appliquer en 1900, 1900, on travaillait beaucoup dans les usines. Tu sais, c'était la révolution industrielle. C'était dangereux, puis c'était beaucoup de travail, puis euh, il y avait des conditions terribles. Mais là, on a été vers une économie plus de services. Donc là, je suis à un bureau la plupart de la journée, c'est pas mal moins intensif physiquement. Oui, j'utilise pas mal plus mon cerveau, puis ça va juste continuer de même. On va utiliser l'intelligence artificielle pour faire des tâches de plus en plus abstraites et complexes qu'on n'aurait pas pu faire sans cette aide-là. Donc, en d'autres mots, on remplace des jobs, mais pas des personnes nécessairement. C'est des personnes qui ont des jobs, mais ils vont probablement être capables de faire des choses qui valent
encore plus d'argent par heure. Exact. Évidemment, là, les deux, on est vendus à l'idée, donc la conversation peut sonner insensible un peu, mais Oui, mais justement, moi, je suis très ouvert à avoir des conversations de même, puis j'inviterai à un moment donné quelqu'un qui prend la position opposée, puis si tu veux, je peux t'inviter à cette discussion-là, ou ça peut être un one-on-one. Puis moi, je suis modérateur, je ne sais pas, mais ça serait bien d'explorer les deux côtés de la médaille. ouais, Hum, on a-tu fait le tour de start-up et intelligence artificielle? J'imagine qu'on pourrait parler pendant des heures là-dessus, mais ouais. tu avais comme un autre parti, donc Oui, oui. Donc, la compagnie en démarrage pour tirer parti de l'intelligence artificielle, je pense que c'est important de structurer dès le départ les données mhm, de cette compagnie-là mhm, et d'installer une plateforme qui permet de faire cette structuration des données-là. Euh, je n'irai pas dans les détails pour chaque verticale, verticaux, que tu sois FinTech, EdTech, InsurTech, il y a plein de systèmes super intéressants, et je ne les ai pas essayés, évidemment, mais le commun dénominateur, c'est ce qu'on appelle le RAG, le Retrieval Augmented Generation. mhm. Les systèmes RAG, il y en a du open source, il y en a du commercial, et je pense que c'est la base pour une compagnie en démarrage aujourd'hui, là, de penser à structurer sa donnée pour être compatible avec un système RAG. C'est le fameux semantic search dont on a parlé là, depuis des années, qui n'a jamais bien marché. Aujourd'hui, ça fonctionne pas pire. OK. Donc, c'est l'idée de euh, répertorier toute la documentation de la compagnie, que ce soit le financement, le marketing, la vente, tout ce qui est créé là, de documentaire, de textuel ou de visuel par la compagnie. S'assurer que ça est mis à un endroit qui peut être indexé, Mhm, qui peut être pris en charge par un moteur de recherche. Et ensuite, on peut, avec le paradigme RAG, Retrieval Augmented Generation, en français, ça serait la génération augmentée par la recherche d'informations. Euh, donc là, on peut poser des questions au modèle de langue et il va nous répondre, mais en pigeant, en regardant dans notre base documentaire. Il va nous faire, par exemple, si on veut écrire une demande de financement, il va avoir accès à tout ce qu'on a fait, nos états financiers, tout ça, il va être capable d'aller écrire cette demande-là en un clin d'œil. wow. Donc ça, je pense que c'est le deuxième aspect, là, pour une start-up, c'est de se structurer Mhm. pour être compatible avec ces systèmes-là. D'accord. Donc, plus précisément, j'adore les exemples concrets. OK. Oui. Um, As-tu une startup en tête qu'on peut utiliser comme exemple, puis là, appliquer ton exemple de comment structurer les données? Euh, Oui, je peux te donner quelques OK. exemples. Euh, en apprentissage machine, il y a quelque chose qu'on appelle la boucle de rétroaction, Mhm, le feedback loop. Donc, c'est de penser comment est-ce que je peux avoir une donnée dans mon entreprise qui peut être exploitable par l'IA dans le futur. mhm, Je vais te donner quelques exemples. Par exemple, un historique d'achat. Donc, si j'ai mon historique d'achat à quelque part ça peut être une plateforme décentralisée, une plateforme SaaS, et puis je veux l'utiliser dans le futur, c'est bien de s'assurer que chaque achat est connecté à qui a mhm, acheté, qu'est-ce qu'il a acheté, quand est-ce qu'il a acheté, euh, pourquoi, est-ce que c'est en réponse à une publicité, est-ce que c'est en réponse à un rabais, est-ce que c'est un repeat customer, hein, c'est quelqu'un qui revient. Et puis évidemment, ça c'est la boucle de rétroaction la plus puissante parce qu'après ça, elle nous permet de faire des recommandations personnalisées, d'optimiser la vente. Mais il y en a d'autres. Si tu as un investisseur pour ta mhm, compagnie, souvent ils vont te demander d'aller chercher des indicateurs de performance, hein, des fameux mhm, KPIs. Et là, on optimise, on essaie de faire augmenter ces KPIs-là. Mais ces informations-là deviennent une ressource intéressante pour l'apprentissage machine là, dans le futur. Donc, mhm, s'assurer que tout ça est gardé et archivé dans un endroit où un système RAG aurait accès. Tout le travail que l'on fait, tout le travail expert que l'on fait, le travail créatif, euh, toute la documentation qu'on écrit, le code, évidemment, mhm. tout ça, c'est de la ressource, c'est des actifs. Là,
c'est important de connecter ça. Souvent, c'est peut-être un peu abstrait tout ça, là, ben oui, évidemment, on veut tout garder ça, évidemment, on veut tout connecter ça. La bonne façon de le faire, c'est de toujours archiver de façon contextuelle. Mhm. Par exemple, avec ChatGPT, si tu lui poses une question, il va te répondre quelque chose, et ensuite tu vas raffiner sa réponse. Mhm. Donc, ces trois états-là, là, avant, pendant et après Mhm. le modèle de langue, c'est important de garder ces états-là, parce que, par exemple, pour faire du fine-tuning, c'est ça dont on a besoin. Mhm. Donc, quelle était la question posée? Qu'est-ce qui a été répondu? Et comment je l'ai transformé pour que ça soit vraiment utile? Donc, on ne conserve pas seulement la réponse finale. Il faut aussi garder quelle était la question qui a servi à obtenir cette réponse finale. OK, puis ça fait partie de bonnes pratiques sur comment utiliser Oui. les LLM. Moi, encore une fois, j'utilise ChatGPT parce que c'est ce que j'utilise, mais il me semble que maintenant, à chaque fois que que je commence un thread avec ChatGPT, j'ai jamais vu ça avant, mais ça dit stored to memory. Donc, Ouais. comme ça me dit que, hey, je viens de sauver ça. Ça veut-tu dire qu'à chaque fois que je pose une question, puis on fait du raffinement, comme tu dis, c'est en train de créer une plus grande et plus grande base de données de toutes mes questions que j'ai déjà posées, puis elle peut les référencer dans le futur. C'est ça que c'est en train de faire? Écoute, j'ai pas vu cette fonction-là. Je sais qu'il conserve ton historique. Il y a une croyance, j'ai entendu souvent des gens qui disent, quand je parle à ChatGPT, est-ce que la prochaine personne va bénéficier de la conversation que j'ai eue? Hmm. Et ça, la réponse est non. Right? Right. Il y a un modèle de langue pour tout le monde et au jour le jour, là, il n'apprend pas d'une personne pour donner à l'autre. Mais ça Euh, serait pas c'est impossible sûr. d'imaginer ça, n'est-ce pas? Probablement qu'ils vont aller vers ça. Et la question que tu as posée, probablement qu'ils vont aussi aller vers ça, là. C'est un peu ça le système RAG. C'est toutes les conversations que j'ai, tout ce que je fais dans une entreprise, est-ce que ça peut être utilisé comme contexte dans mes interactions futures? Moi, j'aime penser que oui, puis ça a des conséquences et positives et négatives potentiellement, mais surtout positives. Je veux dire, éventuellement, ton, ton agent personnel, c'est un autre sujet qu'on n'a pas, tu sais, au-delà d'un assistant virtuel qui peut t'aider à faire des tâches, un agent qui a comme une certaine autonomie que tu peux donner des commandes ou demander poliment d'aller jaser avec un tiers parti dans le monde ou comme contacter ma banque pour faire une transaction XYZ, puis voici mes credentials, puis tu peux juste imaginer toutes les choses que ça peut engendrer, et positif et négatif, mais ça m'excite un peu d'avoir un futur où que j'ai comme un contrepartie semi-indépendant qui me représente, qui est comme mon avocat, qui est mon comptable, qui est mon, tu sais, mon counterpart, tu sais. Donc, Ouais. Ouais, cet aspect-là, là, au-delà de... J'aime comme tu l'as décrit, là, l'assistant personnel. Oui, tu peux converser avec, mais est-ce qu'il peut faire quelque agir. chose pour toi? Est-ce qu'il peut accomplir, agir, c'est ça? Ouais. Et là, on rentre dans la technologie des agents. Agents, multi-agents. Quand j'ai fait mes études à Québec en 97, il y avait un lab de recherche à l'Université Laval sur les agents Hmm. et les systèmes multi-agents. Et là, ça revient dans le portrait aujourd'hui. C'est hyper populaire. Tu sais, c'est le killer app C'est le killer du app. modèle de langue. Ouais. Ouais. Et puis ça, je peux t'en parler tantôt. Tu me disais les perspectives dans les prochaines années. Je vais te dire ma prédiction, là, les agents. Quand Excellent. est-ce que ça va devenir à C'est maturité? exactement ça que j'aimerais sortir de la conversation. Mais juste pour faire un petit wrap-up du sujet des startups, c'est sûr que Ouais. je pense on va avoir plusieurs conversations si, si je vais être honnête, là, parce qu'on peut aller en profondeur, mais partir une startup avec une perspective IA dès le départ, c'est important. Organiser tes Ouais. données pour que ça soit facilement indexé et utilisé dans le futur, c'est important. As-tu des conseils plus concrets sur comment faire ça? Où est-ce qu'on devrait
stocker les données, comment est-ce qu'on devrait l'organiser pour que ça soit facilement accessible par ces modèles-là. Peux-tu juste rentrer comme peut-être un niveau plus bas de moi, je suis fondateur, je me lance bientôt, je veux être AI first. Qu'est-ce que je fais concrètement? Oui. Et ça fait tellement penser à Mobile First, hein. T'as passé au travers, je l'ai vécu aussi. Quand j'ai fondé ma compagnie là, en 2008, il y avait d'autres, j'étais dans un réseautage un peu d'entreprises, puis il y en avait plusieurs qui ne parlaient que de ça, Mhm. le Mobile First. Mhm. Et puis, ils ont eu raison. Les compagnies qui ont une application mobile d'abord, il y a eu plusieurs succès intéressants au niveau des banques, par exemple. Là, je pense qu'on est un peu dans la même époque, là. Il faut être AI first. Mais bon, c'est de garder en tête que les données qui sont générées dans une entreprise sont un actif. Il faut faire une planification de où vont ces données-là. Mhm. Sur le laptop de chaque employé, c'est pas une bonne idée. Ça prend un drive partagé. Je connais pas toutes les technologies, là, mais ça peut être dans le Ouais, cloud. Mais c'est important que la donnée soit accessible euh, avec des niveaux de sécurité, oui, évidemment, ouais, pour qu'éventuellement, là, notre système RAG, ou comme tu l'as appelé, un agent personnalisé, puisse avoir accès à tout ça. Euh, Puisqu'évidemment, le système IA a besoin de données pour apprendre, et il apprend, il devient meilleur avec le temps. Donc, il faut commencer tôt. Je pense qu'il y a un aspect de culture d'entreprise à euh, mettre au clair très tôt. Moi, aujourd'hui, là, je ne tolérerais pas avoir un programmeur dans mon entreprise qui n'utilise pas les modèles de langue pour programmer. Je le fais, c'est ce que je fais au jour le jour le plus. Je programme, je code. Et puis, au début, oui, j'étais un peu réticent. Bon, est-ce qu'un modèle de langue va être aussi bon que ce que je peux écrire? Voyons donc, puis tout ça. Et d'un autre côté, je pars pas en peur. Hein. C'est pas, je suis pas 10 fois plus productif, là. Les réseaux sociaux sont bons pour nous, nous, nous dire qu'on peut travailler 10 fois plus vite. Une exagération. Mais juste pour te donner un exemple, dans les 2 derniers jours, j'ai eu recours 3 fois à ChatGPT pour écrire du code. ouais, Moi, je travaille dans un langage donné, j'ai une zone de confort. Il y a des choses que je connais moins. Par exemple, écrire un script bash, je fais ça 2 ou 3 fois par année. C'est tout le temps compliqué. J'ai sortir la documentation, puis c'est long à déboguer, à trouver les problèmes. Euh, ChatGPT est excellent. Tu lui donnes les spécifications, il te l'écrit ton script. Donc, 1 minute, ça fonctionne, comparé à peut-être 1 heure de ouais. travail. Faire des requêtes à des systèmes, par exemple Elasticsearch. Elasticsearch est une bonne plateforme, il y a une version open source pour faire un système RAG. Donc, si je veux faire des requêtes à travers un firewall, par exemple, à travers un pare-feu, là, ça peut devenir compliqué la syntaxe. Mhm. Euh, ChatGPT, lui, n'a pas de problème avec ça. Il te l'écrit, là, la syntaxe. Donc, tout ce qui est en dehors de ma zone de confort et je suis souvent appelé à faire comme programmeur, c'est un outil extrêmement important. Donc, culture d'entreprise, c'est qu'il Culture, ne tolère pas personne dans l'entreprise qui n'utilise pas les modèles de langue pour faire son travail plus vite. absolument. Ça peut s'appliquer à un vendeur, surtout pour le marketing, on s'entend. Et l'opportunité est énorme. Une fois que la culture est là et que les gens, tout le monde utilise les outils, partage les idées, Mhm. ben, déjà, on est AI first là, d'une façon. Ouais. Puis comme tu l'as dit, il y a euh, archiver la donnée, préparer la donnée pour être prêt à faire du fine-tuning, par exemple. Et, C'est et protéger la donnée. Tu l'avais mentionné rapidement, mais je veux mettre l'emphase sur la cybersécurité. Maintenant que, puis j'ai adoré que tu aies mis l'emphase sur les données, c'est rendu un actif. Parce que c'est la nourriture des large language models. C'est la matière première qu'elle se nourrit de. Donc, il faut protéger cette donnée-là. Puis même, je ne sais pas au niveau propriété intellectuelle, mais y a-t-il des protections qu'on peut mettre dessus aussi? Y a-t-il des c'est ça. Est-ce qu'on peut officialiser cette propriété-là? Je ne le sais pas. Il faudrait que j'aille cette conversation-là avec notre partenaire en pays, mais euh, donc culture, stockage de données, protection de données.
Hum, puis peut-être, puis tu as peut-être quelque chose à ajouter, mais je veux aussi savoir, sachant que tu es en train de créer un actif, comment est-ce qu'on peut lean into that? Comment est-ce qu'on peut accélérer ou même, tu sais, est-ce qu'il y a des activités qu'on peut faire du jour en jour avec notre équipe pour bâtir cet actif-là, des bonnes pratiques? Je sais que je me répète peut-être un peu, mais j'essaie de dire le faire de façon proactif, right? Comme on bâtit un actif, on va bâtir un actif comme n'importe quelle autre propriété intellectuelle. Oui. OK. Ça peut être aussi simple que d'avoir un espace disque partagé, euh, un espace sur le cloud où tous les documents s'en vont. C'est souvent, les grandes entreprises vont utiliser SharePoint, Ouais. peut-être moins à la mode avec les petites entreprises, mais c'est un réflexe important. Mais beaucoup Puis, d'entreprises ont ça. Je veux dire, nous, on a, par exemple, oui, un Google Drive, mais c'est pas bien organisé là-dedans. Donc, j'imagine qu'il y a des façons de le rendre plus lisible par oui, des LLM. exact. Juste contextualiser hein, dans des dossiers, classés par année, classés par OK. projet. Déjà, là, c'est un bon réflexe. Hmm. Ça peut être utilisé. C'est toujours l'idée de la boucle de Ouais. rétroaction, c'est toujours de savoir pourquoi j'ai fait quelque chose et puis qu'est-ce que ça l'a donné. Hmm. Et puis ça, si tu peux garder la trace, par exemple, ça peut être la spécification d'une campagne publicitaire. Donc, ça a commencé par un remue-ménage de 3 ou 4 personnes qui ont dit des idées, on va faire ça, ça, ça. C'est important de conserver ça. Mhm. Ça, c'est comme un peu le prompt, OK. si on pense en modèle de langue. Et puis là, ça l'a donné telle campagne publicitaire. Donc, c'est une boucle de rétroaction. Un état avant, un état pendant, un état après. Et ça, c'est propice à l'apprentissage machine. C'est propice au fine-tuning des modèles de langue. Aujourd'hui, c'est encore un peu difficile. Même si tu disais plus tôt là, que n'importe qui rapidement peut lancer un fine-tuning, mais ça va devenir de plus en plus simple. Ça va devenir peut-être sans qu'on le sache, hein, dans nos conversations avec OpenAI, comme tu disais, peut-être que c'est même commencé, il faudrait que je vérifie. Est-ce qu'il apprend de nos conversations? Est-ce qu'il utilise cet apprentissage-là pour que chacune de nos conversations soit plus Mhm. personnalisée? Double check parce que ça m'est apparu tout à coup. Ça dit saving information to, puis j'étais comme, je me demande où que ça s'en va, ça. Ouais. Donc, super, super intéressant. Tu sais, les grands takeaways sont, si tu lances une startup en 2024, tu dois être tout d'abord AI first. Ça veut dire bâtir une culture autour du AI. Ça veut dire organiser et stocker les données comme si c'est ton actif qui vont être exploités dans le futur par des modèles qui vont devenir de plus en plus sophistiqués et capables et puissants. Ça ne Et veut surtout pas dire d'offrir des services IA. Ce n'est pas pour tout le monde, right? ouais. Et ça ne devrait pas être le focus de toutes les entreprises. Tu sais, si on pense à la vague mobile, Mhm. les gens n'offraient pas une application mobile pour offrir une application mobile, ils offraient un service. Par exemple, la banque dans une application mobile. Le fait que c'est mobile, c'est que ça me rejoint comme utilisateur parce Ouais. qu'il y a plus grand utilisateur que le soir qui va sur son laptop pour faire ses transactions ou faire son budget ou des trucs comme ça. On est sur le téléphone, on est sur le mobile. Là, l'IA, c'est la même analogie, Ouais. ça tient. Il faut que tu sois AI first, il faut que tu utilises l'IA parce que ça te rend beaucoup plus productif comme compagnie. Et quand ta donnée est bien organisée, ça va ouvrir des possibilités C'est énormes ça. à faire de l'analyse de la santé de ta compagnie, de la prévision, euh, optimiser la vente, optimiser le marketing. Tout ça va devenir de plus en plus facile. Et ça ne veut pas dire que toute compagnie doit offrir du service Non, IA. puis juste pour clarifier, c'est pas ça que je voulais dire nécessairement. Juste, je pense que je serais capable de dire que toute, chaque compagnie peut créer un data warehouse de leurs données pour utilisation interne. Juste l'organisation de ces données-là, puis de sortir des contextes pour prendre les meilleures décisions. Je pense que ça s'applique à n'importe quelle compagnie. Mais effectivement, pas nécessairement pour commercialiser un produit IA. C'est pas tout le monde qui va faire ça. Mais au minimum, je pense que
l'équipe l'équipe de direction, même jusqu'aux employés qui ont les plus petites tâches dans l'entreprise vont bénéficier d'avoir une donnée très bien organisée puis contextualisée par ces modèles-là. Ouais. Et tu sais, on prend pour acquis là, aujourd'hui que toutes les compagnies vont avoir une fondation IA. Si tu regardes en 2022-2023, il y avait des rapports par certaines compagnies qui regardaient les demandes de financement et l'état du monde des startups. Et tout le monde mentionnait l'IA. Tout le monde le mentionnait explicitement sur tous les sites web. Hein, j'offre un service XYZ AI powered. Ouais. On est passé ça, Ouais, là. parce que tout, Tout le ben, dire. regarde, juste Google Maps, tu sais, qu'on utilise depuis 10 ans, là, c'est AI Ben oui. powered, puis c'est caché sous, tu sais, c'est, j'ai le même problème avec le Web3 puis le blockchain. Tu n'as pas besoin de mentionner que ton application utilise le blockchain. Bientôt, ça va être sous la surface. Puis tout ce qu'on va voir, c'est l'interface clean, l'interface utilisateur, right? Puis la technologie, c'est une abstraction. C'est comment tu accomplis ton objectif, mais c'est pas nécessaire de le mentionner dans ton marketing ou dans ton pitch de vente nécessairement. De Peut-être juste moins aux en moins. investisseurs, mais Exact. Ça commence à sentir pas bon. Si une compagnie est placardée ouais, d'IA et fait de l'agriculture ou fait, tu sais, ouais. non. On est passé ça, et puis maintenant, c'est beaucoup mieux. Ça fait du bien de voir une Ouais, compagnie qui explique son produit, sa valeur, ce qu'il fait, sans le dire que c'est IA. Parce que absolument d'accord. Absolument le d'accord. sous-entendu. Ça demeure juste une technologie. C'est comme dire, moi, j'utilise l'électricité dans mon entreprise. Tu sais, c'est la même chose. Euh, OK, la partie le fun. Il y a pu avoir une époque où les gens Ah, disaient c'est sûr, c'est sûr. on est électrifié. On est électrifié, puis j'imagine que, wow, puis oui, pour un moment, c'était intéressant, mais on est passé ça. Donc, mais OK, là, la partie le fun, on va se projeter dans le futur. Puis je pense que c'est un sujet, on dirait que toutes les conversations par rapport au IA éventuellement vont là, parce que Ouais, avec la rapidité des avancements qu'on voit avec nos propres yeux, là, ChatGPT 3 est sorti en novembre 2022, je veux dire. Là, on a fait ouais. 23, puis on a vu ChatGPT 4, ben 3.5, le 4. Là, on est rendu à 4 Omni. Puis elle a des capacités incroyables, on le mentionnait. Mais ChatGPT 27, là, quelle sorte de capacité cognitive, si on peut dire, est-ce qu'elle va avoir? Quel super pouvoir est-ce qu'une intelligence va pouvoir offrir au monde rendu là, selon toi? OK. Je vais répondre à cette question-là en faisant quelque chose de similaire qui a été fait là, avec les voitures autonomes. Il y a 5 niveaux de d'autonomie pour les voitures. Je ne sais pas si tu as déjà entendu, c'est L1 à L5. Ouais. Je vais essayer de faire la même chose. Et puis c'est une discussion que j'ai eue. Ben, cette discussion-là vient d'une série de tweets par François Chollet, qui est chercheur senior à Google. Un super bonne personne à suivre sur les réseaux sociaux, super intéressant tout le temps. Donc, l'idée vient de lui. Et puis j'ai parlé de cette idée-là avec quelques connaissances des chercheurs du Centre de recherche national du Canada, avec un professeur de l'Université de Montréal, avec un directeur de l'Institut d'intelligence artificielle Allen AI à Seattle. Et on s'entend toutes pour dire que c'est à peu près ça qui se passe en ce moment et que la direction est à peu près ça. OK. Et là, je ne veux pas non plus dire que c'est 100% leur opinion, c'est surtout mon opinion à moi. Sure. Donc, les 5 niveaux sont les suivants. Le premier niveau, et puis là, c'est en comparaison avec l'intelligence humaine. Le premier niveau, c'est la mémorisation. Le second niveau, c'est l'intuition. Le troisième, c'est le raisonnement. Le quatrième, c'est la planification. Et le dernier, c'est la création autonome. Mm. Niveau 1 à 5. Mm. Le premier niveau, la mémorisation, c'est d'être capable de mémoriser des faits. Quelle est la capitale de la France? Paris. Très facile aujourd'hui pour un modèle de langue. Ça, c'est check. Ouais.
mémoriser des faits, des informations, des trucs comme ça. Le deuxième niveau et le troisième niveau sont interreliés, l'intuition et le raisonnement. L'intuition est une forme de raisonnement instantané. Quand tu es expert dans un domaine, je peux te poser une question super compliquée qui demande soit du calcul ou de faire des liens, de généraliser d'exemples que tu as vus dans le passé. Et quand tu es un expert, tu vas répondre en 1 seconde. Tu vas dire, oh, ça devrait être ça. Intuitivement, tu le sais sans devoir prendre un crayon papier et travailler fort. Les modèles de langue sont là. Ils ont développé une intuition de raisonnement dans plusieurs tâches. Et tantôt, tu mentionnais, là, si tu donnes une question mathématique à ChatGPT, c'est pas toujours très bon. C'est beaucoup amélioré. Donc, cette capacité-là est en train de devenir dans le domaine de l'intuition pour les modèles de langue. Encore là, je dirais, check. On est au niveau 2. Donc, les modèles, et ça, c'est différent comparé aux anciens, l'apprentissage machine classique. C'était très difficile d'aller là, d'aller dans la généralisation des exemples passés, d'aller dans tout ce qui était raisonnement poussé. On le faisait, mais à petite échelle. Tandis que là, le modèle de langue, ChatGPT, Claude ou Gemini, le font, même Llama 3 de Meta, le font facilement. Dans les 5 prochaines années, moi, ce que je vois, c'est le raisonnement devenir de plus en plus couvert exhaustivement par les modèles de langue. Actuellement, là, les grandes compagnies investissent massivement dans le fine-tuning. Donc, on enseigne de plus en plus de tâches de haut niveau, de plus en plus de raisonnements difficiles pour que tous ces trucs-là passent dans le domaine de l'intuition. Wow. Donc, d'ici 5 ans, là, les modèles de langue vont pouvoir raisonner à peu près sur n'importe quoi. Peux-tu donner, je sais que tu as dit n'importe quoi, mais donne un exemple concret là, pour aider l'audience à comprendre quelle capacité que ça donnerait au modèle. Oui. Aujourd'hui, tu peux poser des questions là, d'université à un modèle de langue. Tu peux lui poser des questions de réseau, tu peux lui poser des questions sur les finances, des trucs qui demandent du calcul, qui demandent de connaître le domaine, d'appliquer des concepts abstraits, de faire un calcul, de faire un raisonnement, d'arriver à une réponse. De plus en plus, les modèles de langue font ça automatiquement. Et puis, il y a beaucoup de choses qu'ils ne font pas bien. Par exemple, on essayait de trouver dernièrement des tâches des exemples de raisonnement que le modèle de langue ne sait pas faire. Et tout ce qui est un peu visuel, et sans parler des images, ce qui demande un raisonnement visuel ou spatial, c'est encore difficile. Tu lui dis, j'ai un dessin qui ressemble à ça, et là, si je bouge les lignes de cette façon-là, tu lui expliques quelque chose qui est spatial, il va avoir beaucoup de difficulté à le résoudre. Mais ça va être bientôt couvert là, avec le fine-tuning. Okay. Donc ça, d'ici 5 ans, là, ça va être... je pense que ça va être là. Le raisonnement va être couvert, généralement. Ouais. Okay. Exact. C'est ce qui va être impressionnant, puis c'est des petites améliorations incrémentales pendant plusieurs années qui vont nous donner des systèmes vraiment impressionnants. Okay. Le niveau 4, la planification. Et là, c'est toi qui en as parlé le premier, ça tombe bien. C'est les fameux systèmes agents et multi-agents. Ouais. D'ici 5 ans, je pense que ça va être difficile encore. Okay. C'est encore embryonnaire. Il n'y a pas eu le aha moment. Il n'y a pas eu ce moment, comme quand ChatGPT a apparu, qui nous parle et qui est spectaculaire. Dans le monde des agents, les chercheurs sont à la recherche et les entreprises sont à la recherche de cette façon de faire-là qui me permettrait de donner une tâche à ChatGPT et ChatGPT de l'accomplir de façon satisfaisante. C'est encore extrêmement difficile. Le modèle de langue va partir sur des dérapes. On lui demande, par exemple, l'exemple le plus facile, c'est je veux faire un agent qui investit en bourse. Ouais. Le modèle de langue aujourd'hui est extrêmement bon pour analyser une compagnie, un état financier, analyser est-ce qu'un produit est intéressant, tout ça. Mais le pas à faire pour que le modèle de langue planifie
faire de l'argent en investissant en bourse, on n'est pas là Ouais. encore. Puis je comprends la nuance entre les deux parce que la planification, ça demande, c'est difficile à expliquer, mais quand nous, on le fait, ça demande énormément de contexte sur comment fonctionne le monde en général, tu sais. Même juste pour me rendre au studio où je suis en ce moment, d'aller de ma maison à ici, on prend pour acquis toutes les micro-décisions et planifications que j'ai dû prendre pour naviguer la ville, premièrement, comme les routes pour venir ici. Puis là, je communiquais avec tu sais, les gens de Winov. Je peux voir pourquoi que ça peut devenir compliqué pour un agent, mais pas impossible. C'est juste une question de temps, là, puis ça s'améliore sur tous les fronts. Hum, donc, mais tu dis que dans 5 ans, ça va être difficile, mais on va voir du progrès sur ce front-là. Exact. Je pense qu'entre 5 et 10 ans, là, et là, je me mouille, hein, Oh, je fais des prédictions. c'est Je vais parfait. probablement avoir tort. Mais je pense que dans les prochaines 5 années, les systèmes d'agents qu'on va voir vont être peu sophistiqués, Mhm, ne vont pas utiliser toute la théorie qui doit être utilisée mhm, pour que ça fonctionne à grande échelle et vont être limités là, à des niches, des agents qui font des trucs très, très précis. mhm. Mais ces algorithmes-là qui vont être créés ne pourront pas être appliqués aux prochains problèmes. Il va falloir attendre 5 à 10 ans avant qu'il y ait OK, le aha moment, OK, là, où vraiment le système, le modèle de langue va pouvoir planifier, accomplir un objectif et puis se renforcer avec le temps pour être de meilleur en meilleur à atteindre cet objectif-là. Ça, c'est le niveau 4. right. Là, le fameux niveau 5 Le fameux niveau 5, création autonome. Et puis souvent, on entend le terme AGI, l'intelligence artificielle général. générale. Mhm, Euh, je vais citer Yann LeCun, je ne sais pas comment on prononce son nom, Yann LeCun, j'ai entendu ça récemment dans un balado, OK, quelqu'un l'appelait Yann LeCun. Le chercheur principal chez Meta OK. disait, on n'a pas les blueprints. Hmm, Personne ne sait comment faire. right, Le plan n'a pas été fait. On ne sait pas comment créer une intelligence artificielle générale. Ce que ça veut dire, une intelligence artificielle générale, c'est non seulement qu'elle planifierait, mais elle planifierait à s'améliorer ouais, elle-même ou à créer quelque chose de nouveau. La découverte d'un médicament, une découverte scientifique. Se reprogrammer pour être meilleur ou pour mhm, accomplir une nouvelle tâche. mhm, Donc, un système qui se fine-tunerait lui-même right. dans un nouveau domaine. Le jour où on atteint ça, on s'entend qu'un ordinateur avec assez de calcul, ça ne se fatigue Ouais. jamais. Donc, on aurait un ordinateur qui deviendrait Ça exact. va, ça va se Il y aurait des... délaminer de tu sais, le progrès contribué par l'humanité versus le progrès contribué par les machines va se délaminer un peu. Ils vont se séparer, right? Um, On n'est pas là. ouais, on n'est pas là. Le plan n'existe pas. Personne ne sait comment faire. Donc, ça, c'est dans plus de 10 ans et je ne sais pas dans combien de Mais tu temps. sais, on peut presque prédire que même si on ne le sait pas, la réponse va probablement venir en partie d'un IA. La réponse à ce problème-là va probablement venir en partie d'un IA. Tu sais ce que je veux dire? D'un humain assisté par un IA. Oui, c'est Ouais, comme c'est ouais, ça que ouais. je veux dire. Je ne veux pas dire 100%, Ouais. mais on va le résoudre avec l'IA. Donc, c'est Ah ouais. intéressant parce que là, on est rendu réellement, c'est quoi le mot? On est codépendant de eux pour notre progrès à partir d'ici. Ouais. Hey, David, je te proposerais un 6e niveau. Oh! Il y a un 6e niveau puis je pense que tu vas être d'accord avec moi. En tout cas, on va voir. Um, un IA qui peut opérer dans le monde de façon indépendante, c'est une chose. Mais son code, ses serveurs sont ailleurs, probablement dans un genre de data center central ou peut-être décentralisé, mais je dirais que c'est la résilience de l'organisme. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est nous, oui, on est comme semi-intelligent avec nos cerveaux, mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'on peut survivre dans
la nature de façon autonome. On peut Ça prend pas beaucoup d'intelligence d'ailleurs pour trouver de la nourriture, trouver de l'eau, Ouais, hem, se battre contre des prédateurs et cetera, tu sais, survive. Mais la raison pourquoi je dis qu'il y a un numéro 6 est peut-être plus haut que ça, c'est une chose d'avoir un agent qui existe dans nos data centers, mais c'est pas un organisme qui pourrait vivre d'elle-même encore, rendu là. On va peut-être atteindre la dép le AGI, mais avec la dépendance sur l'humanité ou comme, tu sais, elle peut juste pas vivre en dehors de ces data centers. Donc, peut-être ouais, le niveau 6, c'est on crée réellement un organisme autonome qui peut acquérir de l'énergie pour alimenter ses fonctions, hem, acquérir, la monnaie, peut-être numérique comme le Bitcoin, pour mmh, transiger dans le monde. Mais si tu as pas ce niveau-là, ben, tu es pas réellement autonome. Tu es quand même dépendant de facilities qui existent dans le monde, qui peuvent être shut down, puis tout le kit. Comme nous, on est autonome pour de vrai, right? Tu peux mettre quelqu'un dans c'est le ça. désert, puis elle va trouver une façon de survivre probablement. On a dû le faire dans, tu sais, 100 000 ans passés, tu peux dire. Ouais. Je me demande si on va vouloir aller là, mais je suis d'accord avec ton sixième niveau, il était peurant. Et souvent, on dit, on entend que l'IA est un danger existentiel pour l'humanité. Euh, et puis ça, il y a un danger immédiat qui est la désinformation, qui est toutes les fakes, les deepfakes et tout ça, là, la manipulation du système judiciaire ou des opinions publiques. Ça, c'est un danger immédiat. Et le danger futur qui fait plus peur, c'est cette autonomie-là là, d'un système qui aurait une indépendance et qui pourrait décider d'optimiser à sa façon les ressources qui sont disponibles. Encore là, pour reprendre le parti là, de Yann LeCun de Meta, lui dit on ne connaît pas encore comment faire, mais le jour où on aura une idée, il faudra mettre les barrières en place contre ça. Ouais. Selon lui et selon plusieurs personnes, et je fais partie de ce groupe de personnes-là, Mhm. il est un peu trop tôt pour s'alarmer Ouais. de ce genre d'IA-là. Ouais. Mais effectivement, le jour où on approchera, moi, je voudrais pas voir cette autonomie-là et cette Non. résilience-là dans un C'est là système. qu'on J'aimerais mieux devrait qu'ils prennent faire très le relais. attention aux prochaines décisions qu'on Oui, prend. Ça, c'est la thèse du livre Super Intelligence qui m'a beaucoup influencé dans ma vue initiale du AI. J'imagine que tu l'as lu, c'est de Nick Bostrom. Ah, je l'ai pas lu, non? ah, je te le passerai. Je l'ai à la maison, je te le passerai. Mais Voilà. vraiment, ce qui est en train. Son argument, c'est que le AGI, on va l'atteindre. Le Super Intelligence, on va l'atteindre. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de prévoir comment, comme tu as dit, mettre des barrières, des guidelines en place pour prévenir une catastrophe tu sais, éventuelle. Donc, notre avantage, c'est qu'on est collectivement plus intelligent que tout le AI dans le monde pour le moment. Pour le Donc, il faut moment. agir pendant qu'on est encore plus intelligent que les AI Oui, pour prévenir ce futur qu'on ne veut pas, probablement. exact. Donc, très, très, très fascinant. Ce qui est le fun, c'est que ces prédictions-là, 5 ans, c'est rien. On va le voir passer devant nos yeux. Tu sais, ça va être très rapide. Puis, moi, ce que je souhaite avec cette technologie-là, c'est que ça l'élève l'humanité de la pauvreté, de nos enjeux, de nos plus grands enjeux qu'on a en tant que société, que ce soit des enjeux de famine, des enjeux d'inéquité sociale, d'énergie, you name it, tous nos problèmes, théoriquement, peuvent être réglés par nos amis qu'on est en train de créer. Je dis amis parce que je veux que ça soit le cas. Je veux qu'on soit en train de créer comme des partenaires. Euh, donc, je demeure C'est tellement, optimiste. c'est tellement un sujet controversé, hein. Euh, il y avait une recherche dans Nature là, récemment, c'est quelques semaines. Et puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé, ils voulaient comparer la morale, l'éthique d'un réseau de neurones, d'un modèle de langue versus celle des humains.
Ils ont fait une expérience qui est quand même bien structurée, là. Ils ont posé des questions difficiles, des questions d'ordre éthique et moral. Et là, ils ont pris des réponses faites par des humains, une personne normale, sans être biaisée. Et puis, une réponse faite par un modèle de langue avancé à qui on demandait là, d'écrire, mais comme un humain, hein, en faisant des erreurs, en faisant des structures de grammaire de phrases un peu moyennes, pour un peu passer inaperçu. Et là, ils ont demandé à des centaines d'étudiants de niveau universitaire de comparer les deux réponses et de dire qu'est-ce qui est le plus moral. Hmm. Et là, on parle de politique, on parle de guerre, on parle de famine, on parle de tout ça. Et puis, dans cette étude-là, le modèle de langue sortait gagnant. Ouais, Eux, les ça me auteurs surprend pas. qui pouvaient dire, ben, le modèle de langue, qui est un peu représente un consensus de toute la connaissance humaine, est plus moral dans ses réponses, Hmm. dans ses opinions, Mhm. que l'humain moyen. Écoute, ça me surprend pas. Parce qu'à la base, là, si on retourne au sujet de l'indépendance complète, le niveau 6, comme nous, nos, nos habitudes, nos behaviors sont basés sur notre ADN. Puis notre ADN, elle a deux fonctions. Ben, une fonction vraiment, c'est la survie puis la réplication. Ouais. Puis elle a émergé, pense au monde que notre ADN, elle a émergé dedans. Un monde hyper compétitif que tu peux même pas imaginer pendant des milliards d'années. En fait, notre ADN a été designé pour être comme avant tout survival machine puis reproduction machine. Est-ce que ça laisse beaucoup de place pour la Est-ce que ça laisse beaucoup de place pour la moralité? Pendant des milliards d'années, je ne le sais pas, mais je sais que dans notre société existante, c'est nécessaire pour vivre dans en anglais, civil society. Mais ça, c'est un concept relativement nouveau comparé à qu'est-ce qui nous drive dans nos habitudes, dans nos behaviors, qui a été designé pendant Mm. des milliards d'années. Alors, c'est une question énorme. Est-ce qu'on voudrait qu'une IA gouverne ou une IA prenne des décisions sur des enjeux territoriaux ou sur des enjeux de nourriture, Il y a, de il y déplacement a peut-être un des gens? argument, il y a peut-être un argument pour dire que Ouais. oui, parce que peut-être que il y a certainement un argument, puis il y a des contre-arguments, mais si, admettons, dans des tests comme ça, l'IA revient plus morale et neutre et juste, pourquoi est-ce que tu voudrais aller avec un politicien qui est, est l'épitome, le périmie de comme l'opposé de ça, genre? Tu sais, tu sais, personne. Moi, ma préférence resterait pour un humain. Ouais, ouais, mais tu sais, j'essaie de steelmaner le cas que on n'a pas de confiance dans nos politiciens. Et on n'aura pas confiance dans ces futurs systèmes-là. Souvent, dans une start-up ou dans une entreprise en général, on doit aller chercher l'adoption là, de notre. Le, le client doit adopter ou doit accepter ce qu'on fait, notre technologie. L'acceptation de la technologie est toujours un enjeu. Les gens sont conservateurs et Ouais. tout ça. L'acceptation d'une IA qui prendrait des décisions de haut niveau, tu peux être Ça sûr que commence pas ça comme ça. Tu sais que ça va pas va être commencer. contesté. Ça va être des petites décisions. Puis là, tout à coup, Oui, oh, oui. mon agent, il prend des bonnes décisions pour moi. Tiens, prends des décisions pour moi, représente-moi. Là, représente-moi en tant que citoyen dans mon pays. Là, tu peux voir comment que ça peut te débouler à partir de là, mais écoute, là, on rentre dans des sujets quand même nuancés puis vastes, mais moi, personnellement, je pense qu'on a fait le tour des sujets principaux qu'on voulait toucher aujourd'hui. Puis moi, je te le dis tout de suite, je veux t'inviter pour d'autres discussions comme ça, puis peut-être avec d'autres invités pour ajouter tu sais, différentes opinions à la discussion. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter que tu voulais mentionner avant de quitter? Non, merci beaucoup pour l'opportunité. C'était une belle conversation. C'est très intéressant. Ouais, j'ai eu beaucoup de fun. Ça se voit dans ma face. Là. Quand je suis en train de sourire comme ça, c'est à cause, je trouve la conversation stimulante. Puis le futur m'a toujours excité. Je sais pas comment d'autres le dire. Plus que le passé.
Comme Oui, j'ai hâte que le futur arrive. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on vit dans un ère où que le futur arrive à tous les jours. Il y a ouais, d'une nouvelle technologie, une nouvelle start-up, quelque chose qui est en train de comme sauver le monde. C'est juste absolument incroyable qu'on est en train de vivre ça. On est chanceux, on peut dire ça. ouais. Puis j'en profite si tu me laisses une minute Bien sûr. pour parler un peu d'une chose que je vois se dérouler et puis que j'attends avec impatience là, dans le futur. Euh, les modèles de langue open source. Puis je vais en profiter pour faire Mm, une plug à une connaissance. sure. Mais Yeah. les modèles de source ouverts, c'est extrêmement important pour l'innovation. Et puis il y a plusieurs niveaux. Euh, Puis, par exemple, il y a Llama, qui est un des premiers systèmes open source ouverts qui a été mis disponible, mais il n'est pas vraiment ouvert. Hein. Mm. On peut l'utiliser, on peut l'utiliser pour des trucs commerciaux, mais les données qui ont été utilisées pour entraîner Llama ne sont pas connues et sont peu discutées. Hein. Ah, Il y a Mistral, une start-up française, qui est un modèle de langue extrêmement puissant, extrêmement intéressant. Lui, il est beaucoup plus open source. Ses données sont listées. Donc, ils nous wow. disent, il est entraîné sur tout ceci. Donc, quelqu'un pourrait reproduire. Mais encore là, elles ne sont pas données, elles ne sont pas faciles à reproduire. Et je te disais tantôt que j'avais une connaissance à Allen AI, Mm, l'Institut de recherche Allen à Seattle. mm. Eux ont créé un modèle de langue qui s'appelle Olmo, O-L-M-O, et ce modèle de langue-là est 100% open source. Cool. Donc, le Ça, c'est une bonne code, chose. le modèle et les données. Donc, tu peux aller suivre un lien et télécharger toute la donnée qui a servi au pré-entraînement, au fine-tuning. Eux, ils se font un point d'honneur de mettre tout ça ouvert et même on appelle ça le train log, la façon qu'ils ont entraîné, les paramètres qu'ils ont utilisés, tout ça est explicite donné. Donc ça, c'est le modèle source ouvert, je te dirais le plus ouvert sur le marché. Et C'est ce puis, que souhaitait faire OpenAI au début de leur nom, oui, OpenAI. Puis c'est exact. mon souhait que c'est pas une compagnie qui contrôle le AI le plus puissant. Pour moi, il faut que ça soit open source, puis même à la limite, je dirais décentralisé. Tu sais, tu peux appliquer ça de plusieurs façons, mais comme faut, faut, faut partager le pouvoir le plus possible avec toute l'humanité, selon moi. Ça va assurer Oui, que les intérêts qui guident le AI sont les plus démocratiques possibles, les plus démocratisés. exact. Et il y a des opportunités d'affaires. Quand la recette est connue, la donnée est connue, c'est plus facile de se lancer en affaires pour une compagnie qui voudrait euh, avoir un focus sur le modèle de langue. Mhm. Donc les alternatives ou les choix comme Lama, Mistral et Olmo sont, je dirais, de plus en plus intéressants, dans un ordre d'ouverture de plus en plus intéressant. Très, très, très intéressant. Je pense, juste comme ça, off the cuff, quelques sujets pour la prochaine fois. La consommation d'énergie associée au Large Language Model. Ça consomme. C'est Oui, comme un peu on est rendu à qu'est-ce que le Bitcoin, ce qu'on disait du Bitcoin il y a comme 4 ans, on dit du AI maintenant parce que ça consomme encore plus d'énergie. Euh, absolument. J'aimerais définitivement faire un deep dive dans les open source models puis comment est-ce que le AI puis la technologie du blockchain vont fusionner ou comme tu sais s'entraider, I guess, à créer quelque chose qui est plus ouvert pour tout le monde. Um, Puis j'imagine qu'on va en avoir plusieurs d'autres. Mais ça, c'est des sujets qui seraient fascinants d'explorer un peu plus la prochaine fois. Oui, Donc, merci Dave. 100%. Super, super intéressant. Merci, Michael. Ouais. T'as-tu une grosse journée après ça? Quelle heure, là? Il est presque midi. On va aller dîner. Ouais, On, je pense. on va regarder le calendrier. J'ai fermé mes affaires, je vais regarder le calendrier. Voir comment l'après-midi se dessine. Right on. J'ai j'ai un physio à aller voir, je vais dîner, puis je vais surtout beaucoup penser
à cette conversation, puis toutes les choses on a explorées. Donc, sur ce, merci encore, David. Merci beaucoup. Salut.